Nous sommes la droite. Bonsoir François-Xavier Bellamy. C'était le mot de conclusion de cette minute en campagne avec vous. Tout d'abord, pour commencer, peut-être une réaction à la première partie de la soirée et au débat entre Jordan Bardella et Gabriel Attal. Je voudrais commencer par vous dire que j'ai hésité à venir ce soir. Et je crois que ce qui s'est passé est en réalité le signe d'une crise démocratique assez profonde, qui finalement se révèle dans la mise en scène à laquelle nous avons assisté, parce que c'est une mise en scène. Qu'est-ce qui permet d'organiser la confrontation entre ces deux personnes? L'un est le Premier ministre, même pas la candidate. Ils s'en sont expliqués en début. Où est la Ils ne sont pas convaincus. Ils s'en sont expliqués en début. Mais c'est même pas eux qui devraient s'en expliquer. Comment est-ce que vous les avez choisis? Comment est-ce que vous avez choisi d'organiser cette confrontation? Qu'est-ce qui vous permet de les avoir invités, eux? Est-ce que c'est les sondages? Les intentions de vote? C'est les intentions de vote qui permettent de faire ce choix? Mais alors, dans ce cas, vous voyez, je ne plaide pas pour moi. Je dois dire que si on regardait les sondages, il aurait fallu inviter au moins Raphaël Glucksmann. Qu'est-ce qui permet d'expliquer qu'on se retrouve Vous allez quand même venir le 4 juin pour le grand débat sur France Télévisions. Mais bien sûr, parce que tous les candidats seront invités. Voilà. Mais tous les candidats seront invités, vous voyez quand même la différence. Ouais. Et tous les candidats seront là. Oui, Valérie Hayé. Moi, j'ai du respect pour Valérie Hayé, elle mène cette liste. Elle vous a manqué ce soir, Valérie Hayé. Mais sur attendez, le fond, qu'est-ce que vous avez retenu? Mais qui est tête de liste de la majorité sur le présidentielle? fond, qu'est-ce que vous avez retenu? Est-ce que vous avez vu deux visions de l'Europe qui se sont exprimées? Je voudrais juste qu'on s'arrête là-dessus parce que c'est quand même extrêmement grave. On nous a fait le coup déjà tellement de fois. En 2017, Macron-Le Pen. En 2019, Macron-Le Pen. En 2022, Macron-Le Pen. En 2024, à nouveau, on va nous expliquer que c'est ça le sujet. Vous parlez de quoi? Vous parlez du résultat des élections? Vous parlez du résultat des élections dans ces élections-là ou pas? Rien ne justifie que ce soir le service public mette en scène ce débat. Rien. Ni les sondages et surtout pas la réalité du débat européen. On respecte l'équité du temps de parole. Vous êtes là ce soir avec nous. Est-ce que vous avez envie d'y participer ou pas à cette soirée? C'est très sympathique de nous inviter à commenter le débat. C'est l'expression que vous avez. Je vous ai proposé de le faire. Vous avez accepté de le faire. Je pense que vous avez dit ce que vous aviez à dire. Est-ce que maintenant ça vous intéresse de parler de votre projet ou pas? On va en parler. Parce que c'est maintenant le happening permanent, votre campagne. Non, pas du tout. Donc là, vous êtes venu faire un happening. Très bien, c'est fait, on a compris. Je suis venu essayer d'expliquer ce qui est en train de se jouer, parce que moi, mon travail, c'est de montrer aux Français la réalité de cet enjeu européen. La vérité, c'est qu'il y a aujourd'hui plus de la moitié des Français qui ne se reconnaissent pas dans le débat, vous l'avez expliqué à l'instant, auquel on vient d'avoir lieu. Moi, je suis venu par respect pour eux, parce qu'ils ont le droit à la parole, en effet. Mais ces Français, ils ne sont pas invités à commenter un match qu'on a écrit à l'avance. Je vous ai proposé de le commenter, vous avez accepté de le faire. Est-ce qu'on passe à autre chose? Est-ce qu'on passe à votre projet? Parlons d'Europe maintenant, la réalité du débat européen. Si vous voulez, je vais vous poser des questions. C'est aussi le jeu, parfois aussi, sur le service public. Donc, je vais vous poser une question. La thématique de cette soirée, c'est au fond de se dire, est-ce qu'on veut plus ou moins d'Europe? C'est la question qui est posée aussi dans ces élections. Peut-être qu'on peut aborder cette question-là? Bien sûr. Alors, allez-y. Je crois que le sujet, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une majorité de Français qui se reconnaissent soit dans l'idée d'un Frexit plus ou moins caché, soit dans l'idée d'un fédéralisme plus ou moins caché. La vérité de cette élection, je le redis, c'est que le débat européen, il est structuré autour de deux grandes forces politiques. Au Parlement européen, le débat auquel on a assisté ce soir, ça n'existe pas. Le vrai débat européen, il oppose les deux grandes forces politiques que sont la gauche européenne et la droite européenne, le PPE, auquel nous appartenons, qui sera, dans le mandat qui vient, la première force politique en Europe. La vraie question, c'est pas plus ou moins d'Europe. Et les Français le savent bien. La vraie question, c'est dans quelle direction on va? Quel est le chemin qu'on emprunte? Est-ce que ce sera... tous les sujets, la question est plus ou moins d'Europe sur l'immigration. Est-ce que plus d'Europe, par exemple, sur la question migratoire? Est-ce que c'est la garantie de reprendre la maîtrise de nos frontières? Est-ce que plus d'Europe sur les questions économiques, c'est la garantie de reprendre la main sur, par exemple, les taxes douanières? C'est une question qui est posée. Arrêtons-nous sur l'immigration. Le sujet est effectivement de construire enfin une stratégie européenne sur les questions migratoires. Mais la question, c'est quelle est la nature de cette stratégie? D'un côté, il y a la gauche qui dit il faut accueillir les migrants, il faut supprimer les frontières pour organiser une immigration de plus en plus importante et répartir les migrants dans les pays européens. C'est aussi ce que veut Emmanuel Macron. Moi, je me fais une autre idée de la solidarité européenne. Je crois que la solidarité, elle doit consister à faire en sorte qu'on soutienne les pays de première entrée qui sont en première ligne face aux défis migratoires et à faire en sorte qu'à travers eux, on puisse reconstruire les frontières extérieures de l'Europe pour garder cet espace de libre circulation qui fait la force de nos pays et rendre à nos États la souveraineté sur leur politique d'immigration. Donc vous considérez que vous avez une singularité dans votre positionnement dans cette campagne que vous venez d'exprimer. Marion Van Rettegem. C'est pas une singularité, encore une fois. Moi, ce qui me fascine ce soir, c'est qu'après 5 ans au Parlement européen, j'entends deux acteurs qui sont en réalité des commentateurs de la vie européenne, qui viennent faire comme si, devant les Français, ils étaient ceux qui vont décider. Mais, pardon de le dire,
M. Attal, il est le Premier ministre d'un gouvernement qui appartient au groupe Renew, qui va être très fragilisé dans le mandat qui vient. Et M. Bardella, il est le représentant d'un petit groupe. Bien sûr, parce que non seulement nous serons, selon toutes les enquêtes d'opinion, la première force au Parlement européen, mais nous sommes aussi la droite européenne, la force politique qui réunit le plus grand nombre de chefs d'État et de gouvernement à partir du mandat qui vient, et donc aussi le plus grand nombre de commissaires européens. Regardez, elle a lu votre programme, elle est là. Bon, je vois que vous avez le sens de l'attaque, vous l'avez montré. Non mais c'est important pour moi de le dire. Et vous avez contesté le débat Attal-Bardella ce soir, et vous l'écrivez d'ailleurs vous-même, cette opposition, dans votre programme, puisque vous avez le sens de la formule, et vous dites « Le Pen, c'est la fin de l'Europe, Macron, c'est la fin des nations ». Donc vous-même, vous tracez cette opposition Le Pen-Macron. C'est bien envoyé tel que vous le dites, et vous résumez là les deux visions de l'Europe, radicalement opposées. Et pourtant, entre les deux, on ne sait pas très bien où vous êtes. Et d'ailleurs, quand on vous interroge, vous ne voulez pas dire pour qui vous avez voté au deuxième tour de l'élection présidentielle. Je croyais qu'on était là pour parler de questions entre Le Pen européennes. et Macron. On y vient, je trouve un peu curieux, un peu original pour un politique d'invoquer le secret de l'isoloir et de refuser de dire à ses électeurs pour qu'ils votent, surtout pour un clivage aussi fondamental. Madame, je vous réponds en un mot. Il y a une question sur l'Europe des Nations. Il y a une question sur l'Europe des Nations. Vous m'avez demandé de répondre sur ce point, je vous réponds très clairement. Je ne suis pas du camp de M. Macron. Et si je suis resté dans l'opposition, c'est pour de bonnes raisons, parce que quand on voit le bilan et le résultat de la situation de la France... Vous allez nous l'expliquer. Je vous pose ma question. Donc vous revendiquez, pour nous dire où vous êtes, vous revendiquez une Europe des nations. Là aussi, c'est un bon slogan. Vous n'êtes pas le seul, parce que c'est un slogan qui est très à la mode. Et là encore, on ne voit pas très bien ce que ça veut dire. Celui de Charles de Gaulle, madame. Je constate que toutes les décisions de l'Union européenne sont prises au niveau du Conseil européen, donc des chefs d'État et de gouvernement élus par le peuple, et des représentants des nations et validés par le Parlement européen, élus par le peuple. Donc en quoi l'Europe des nations serait différente de l'Europe d'aujourd'hui, et expliquez-nous qu'est-ce que c'est l'Europe des nations par rapport à l'Europe d'aujourd'hui. Alors d'abord, je réponds à la première partie de votre question, si vous me permettez de commenter ce que vous avez dit. Je le répète, je le redis, il n'y a rien d'opaque là-dedans. Je ne suis pas du camp de M. Macron et je suis heureux que nous soyons restés dans l'opposition pour incarner une alternative crédible à ce qu'il a fait pendant 7 ans. Je ne suis pas non plus du camp de Mme Le Pen et la vérité, c'est que c'est d'autant plus facile de le voir que nous avons été, puisque c'est la stratégie de ces deux formations politiques d'organiser des débauchages, c'est comme ça qu'elles grandissent, nous avons été nombreux dans les camps des Républicains, c'est aussi mon cas, à avoir été l'objet de tentatives de séduction de la part de ces deux formations politiques. Je n'ai rejoint ni l'un ni l'autre, et je sais pourquoi, parce que je suis aujourd'hui le représentant d'une formation politique qui, je le redis, sera la première force politique en Europe, mais qui surtout est la seule qui puisse faire en sorte d'apporter à la France demain l'alternative crédible dont elle a besoin. Et je crois qu'on l'aura encore vu ce soir. Donc en quoi ? En quoi ? Parce que nous sommes aujourd'hui ceux qui défendent l'Europe dont les Français ont besoin. Moi, je crois à l'Europe, je crois au projet européen. Je crois à la nécessité de coopérer ensemble en Europe sur les questions migratoires, sur les questions environnementales, sur les questions économiques. Mais ma conviction profonde, c'est que l'Europe ne réussira à retrouver la confiance des Français que lorsqu'elle montrera qu'elle rend nos États plus souverains, plus maîtres de leur destin. Et aujourd'hui, on a une Europe qui, bien souvent, s'est construite par une forme d'hyper-centralisation, d'hyper-bureaucratisation, en rendant la vie impossible à ceux qui font sur le terrain. Donc vous contestez les institutions européennes, la mise en commun Pas les institutions, mais les décisions politiques qui ont été prises, qui sont prises notamment par les chefs d'État et de gouvernement. Vous les contestez. Mais les chefs d'État et de gouvernement ont fait de très nombreuses erreurs, bien sûr, et bien au sûr, premier rang desquels... Mais ce sont les élus du peuple qui font Au premier des rang erreurs. desquels, M. Macron. Et j'observe que ce sont d'ailleurs bien souvent les États qui se dépossèdent eux-mêmes de leurs propres responsabilités. On entendait tout à l'heure... Donc donnez-moi... Est-ce que vous avez l'exemple d'une seule décision qui ait été prise à l'encontre des chefs d'État et de gouvernement européens ? J'observe que souvent, les chefs d'État et de gouvernement se dépossèdent eux-mêmes des leviers dont ils ont la responsabilité. Je le disais à l'instant. Ce sont des mauvais chefs d'État et de gouvernement, alors, parce que les institutions leur permettent de s'opposer aux décisions. Je conteste la politique du chef de l'État français, y compris sur le plan européen. Lorsque M. Macron a obtenu la création de ce premier emprunt européen, de cette dette commune dont M. Attal se félicitait à l'instant, ce qu'il n'a pas dit aux Français, c'est que cette dette, d'abord, il va falloir la rembourser et que la France va payer plus cher pour son remboursement que ce qu'elle en a reçu. Et deuxièmement, que, en faisant cette dette, qui sortait complètement du cadre des traités,
nous étions en train de donner un contrôle budgétaire renforcé à la Commission européenne sur nos propres budgets. Et cela, je crois, ne va pas dans la direction d'une Europe plus démocratique et plus transparente. Moi, je crois qu'à la fin, nos États doivent garder leurs responsabilités sur les compétences qui leur reviennent. Et lorsque j'entends aujourd'hui Emmanuel Macron nous dire que le vrai progrès qui renforcera l'Europe, dans son discours de la Sorbonne, c'est de créer de nouvelles dettes européennes et des impôts européens pour affronter ces nouvelles dettes, je crois que c'est exactement l'Europe qui va dans la mauvaise direction. Parce qu'elle éloigne la décision de ce dont les citoyens ont besoin. Il me semble qu'à la fin, l'Europe doit rester cette occasion de coopérer, d'organiser entre les pays européens des réponses communes à des défis communs, sans pour autant se défaire de la manière d'agir au plus près des réalités du terrain dans chacun de nos pays. Une question des téléspectatrices ou téléspectateurs. Elle est pour vous, François-Xavier Bellamy. C'est une question que nous pose Gabriel, 28 ans, qui habite à Paris. Si un lobbyiste d'une compagnie pétrolière vous invite à déjeuner, que faites-vous ? D'abord, tout est parfaitement transparent. Comment ? Ça vous est arrivé ? Ça nous arrive de parler avec le monde de l'industrie, avec le monde économique. Ça nous arrive aussi de parler avec le lobbying le plus actif et le plus déterminé au Parlement européen, qui est celui des organisations environnementales. Elles sont très présentes, très organisées, très structurées. Et là, par exemple, il dit, patron d'une rencontre. compagnie pétrolière qui vous invite, un lobbyiste d'une compagnie pétrolière qui vous invite à déjeuner, vous dites oui, vous dites non? Alors d'abord, si c'était le cas, je paierais mon déjeuner, je ne me laisserais pas inviter. Deuxièmement, je déclarerais le déjeuner, puisque de fait, nous avons aujourd'hui une obligation de déclarer nos rendez-vous, notamment lorsqu'ils sont faits dans le cadre des travaux parlementaires que nous portons. Et troisièmement, je veux vous dire, pour moi, ce qui est le plus important, c'est pas de parler à des lobbyistes, c'est de parler à la réalité du tissu économique français. C'est pour ça que j'ai fait le travail pendant 5 ans d'aller chaque semaine sur le terrain, rencontrer, je le redis, pas seulement les acteurs économiques, aussi les associations, les ONG, parler à tout le monde pour se faire une idée, mais rencontrer les gens qui font, aller rencontrer les ouvriers, les ingénieurs dans les usines, parler avec eux, les écouter pour comprendre leur réalité quotidienne. Il y a une présence très forte du lobbying à Bruxelles, mais je crois que ce qui est important, c'est d'aller au-delà un peu comme en politique, aller au-delà des éléments de langage que les lobbyistes peuvent partager pour aller comprendre la réalité industrielle. Et je crois qu'on ne fait pas une bonne politique industrielle sans parler aux industriels. C'est peut-être quelque chose qui nous distingue d'avec la gauche qui, par pure idéologie, a décidé qu'il fallait tout faire contre nos propres entreprises. Par exemple, type de décision absurde qu'on aurait jamais dû voir passer au Parlement européen, à laquelle on s'est opposé avec détermination, l'obligation de passer à 100% de véhicules électriques dans la vente de voitures neuves à partir de 2035. L'interdiction du moteur thermique. Là, vous êtes raccord avec Jordan Bardella. Pas plus tard qu'hier, j'étais visiter un dépôt de bus qui sont faits spécialement pour rouler avec du biométhane. C'est du méthane qui est fabriqué par nos agriculteurs en France. Ça a permis de décarboner de 80% les bus qui circulent dans la région Île-de-France. J'étais avec Valérie Pécresse dans un dépôt de bus. Aujourd'hui, l'Union européenne, après avoir financé ces motorisations, va les interdire au motif du tout électrique. Qu'est-ce que vous dites sur les voitures électriques? Qu'est-ce que vous dites? Vous dites qu'il faut plus de calendrier. C'est une folie, parce qu'on va voir arriver... C'est une folie, mais du coup, quelle est la proposition alternative? On met plus de calendrier On revient à un principe simple. La neutralité technologique. Chacun son rôle. Le politique, il est là pour fixer un cap, pour dire voilà notre objectif en matière de décarbonation, voilà à quelles règles il faut se conformer. Et ensuite, on laisse l'industrie chercher les solutions. On vend des voitures thermiques aussi longtemps qu'on veut. Non, mais vous savez, encore une fois, avec des bus au biométhane, demain peut-être à hydrogène, vous avez aujourd'hui déjà la possibilité de décarboner autrement que par l'électrique. Mais qu'est-ce qu'on dit aux industriels? C'est intéressant, parce que vous parliez des entreprises. Qu'est-ce que vous dites à Carlos Tavares? Vous dites, bon, on n'est pas sûr, continue à faire du thermique, mais tu peux faire de l'électrique. Qu'est-ce que vous lui dites? On leur dit, voilà l'objectif de décarbonation, voilà ce qu'on veut atteindre. C'est le patron de PSA. Comme objectif de dépollution, voilà pourquoi on veut des véhicules propres, mais ensuite... La manière dont on rend le véhicule propre, c'est à l'industriel de le trouver. Et moi, je fais confiance à nos entreprises, à nos chercheurs, à nos ingénieurs, à nos scientifiques pour avoir les solutions. Je crois que c'est une très mauvaise idée que le politique se mêle de technologie et dise voilà la technologie qu'il faut adopter. Et cette neutralité technologique, c'est le principe que nous avons défendu aussi quand il s'est agi de défendre le nucléaire. Parce que contrairement à ce que les deux débatteurs ici ont dit tout à l'heure, leurs deux formations politiques ont combattu le nucléaire avec détermination. Monsieur Attal, inutile de le rappeler, est comptable du bilan du macronisme qui, quoi qu'il en dise, a décidé la programmation pluriannuelle de l'énergie qui devait fermer 14 réacteurs. Ce débat vous a déplu, donc ne refaites pas le débat après le débat. Je voulais juste me permettre de remettre les pendules à l'heure parce que je les ai tous les deux entendus défendre le nucléaire avec énergie. La vérité, c'est qu'au Parlement européen, au cours des dernières années, j'ai été le seul
à défendre le nucléaire de toutes les formations politiques françaises. Madame Le Pen, contrairement à ce que disait M. Bardella, a bien dit il y a quelques années, il faut sortir du nucléaire le plus rapidement possible. Vous ne pouvez pas contester ce débat et revenir. On avance si vous voulez bien. Est-ce que vous êtes, souffrez que je le fasse pour revenir sur quelques vérités qui méritent d'être rappelées. Est-ce que vous êtes contre l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne? Oui. Je suis contre l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Alors justement, je voudrais que vous voyez ce que va nous dire dans un instant Dorothée Olyric. Les combats se poursuivent en Ukraine. Dorothée est aux portes de Kharkiv, la deuxième ville du pays. Alors la question qui est posée, c'est comment les hommes qui sont dans les tranchées, qui font la guerre, voient ce débat sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et la perspective donc de l'Ukraine de nous rejoindre. Vous savez, quand vous parlez d'Europe avec les soldats ukrainiens, eh bien, ils pensent tout de suite aide militaire, aide financière. Et c'est tout. Nous avons rencontré de nombreux militaires à proximité de la ligne de front, dans les tranchées, et ils pensent juste au jour d'après à stopper cette offensive russe extrêmement violente. C'est la même chose pour les habitants de Kharkiv, qui est la deuxième ville du pays. Impossible pour eux de se projeter dans un avenir européen, puisque le quotidien est fait de menaces, de bombes planantes, de drones et de missiles balistiques. Mais si vous vous éloignez un peu de la frontière russe, alors là, le ressenti effectivement change. À Kiev, les regards sont résolument tournés vers l'Europe, et ce depuis la révolution de Maïdan en 2014, quand le peuple ukrainien a décidé de tourner définitivement la page, l'histoire soviétique. Donc aujourd'hui, ce sont 90% des Ukrainiens qui sont pour l'adhésion en Europe. Alors pour un idéal démocratique, mais aussi pour des avantages économiques, sociaux, sociétaux ou encore culturels, mais avant tout, surtout militaires. Il faut savoir que si l'Ukraine intègre l'Europe, alors l'Union européenne devra assister l'Ukraine en guerre, en tout cas à cause de la clause d'assistance mutuelle. Mais après l'optimisme et même l'euphorie, il y a une forme de désillusion, puisqu'il faudra attendre des années pour que ce processus aille jusqu'au bout. Votre réaction à ce qui vient d'être dit? Et moi, je suis d'abord, je veux le redire, marqué par la situation du peuple ukrainien, et notre devoir, c'est de le soutenir dans l'effort qu'il mène pour faire face à l'attaque lancée par Vladimir Poutine. Je crois que nous le soutiendrons, et votre journaliste le dit très bien, en lui apportant ce dont il a besoin aujourd'hui, des armes, des munitions, des équipements militaires. Avec le général Christophe Gomard, qui est le numéro 3 de notre liste, qui est l'ancien patron des forces spéciales françaises, nous voulons travailler sur la manière dont l'Europe doit se réarmer pour pouvoir, y compris, faire face à ce défi géopolitique. Mais ensuite, on soutiendra l'Ukraine pas avec de fausses promesses, pas avec des spéculations hasardeuses. Je pense notamment aux propos, je crois, dangereux du président de la République sur l'envoi de troupes au sol. Et la promesse de l'adhésion est aussi, me semble-t-il, une fausse promesse. Parce que faire rentrer l'Ukraine comme un État membre de l'Union européenne, ce serait déstabiliser de l'intérieur toutes les politiques structurelles de l'Europe. La politique agricole, la politique économique, les politiques régionales. Tout cela serait en réalité, à cause de la distance, de la différence qui existe entre nos pays, serait déséquilibré immédiatement. Le vrai sujet, c'est d'arrimer l'Ukraine à l'Europe, comme elle le demande, en trouvant la solution pour le faire de manière plus inventive. Et nous proposons de reconstruire le statut d'État associé, qui est dans les traités aujourd'hui, mais qui est vide de sens, pour faire en sorte qu'on puisse partager avec l'Ukraine des éléments communs de politique, mais faire en sorte, malgré tout, de ne pas passer par une adhésion. Par ailleurs, d'une manière très générale, ouvrir la voie à de nouveaux élargissements, alors que l'Europe a déjà besoin de se renforcer, de faire en sorte de réformer ses processus de décision, ce serait en réalité la mettre en danger. Non, c'est dur de leur dire non. C'est pour Quand ça vous voyez ce qui peut se pas passe par leur dire exemple en Géorgie, où il y a des manifestations, on brandit des drapeaux européens. Mais je veux vous dire, c'est la même chose aujourd'hui dans un pays comme l'Arménie, par exemple, qui a décidé de se sortir, qui est voisin de la Géorgie, qui a décidé de se sortir de la tutelle de la Russie et qui en paye le prix fort. Ces peuples, ces pays, ils veulent se tourner vers l'Europe. Le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, on leur promet des élargissements pour certains d'entre eux qui ne se produisent jamais. Et on voit bien que le processus d'élargissement, il est aujourd'hui, pour d'autres pays comme la Macédoine du Nord, arrêté depuis tellement longtemps qu'en fait, ça suscite plus de ressentiment qu'autre chose. Donc soyons inventifs. On ne va pas élargir l'Europe aujourd'hui. En revanche, proposons-leur les moyens de s'arrimer à l'espace européen sans devenir des États membres. Une question maintenant de Guillaume Darret. On va plus précisément à une image de campagne. Oui, c'est une image que vous avez publiée vous-même sur vos réseaux sociaux. Regardez, c'est vous devant la prison de Fresnes au petit matin pour soutenir les surveillants pénitentiaires après la mort de 2 d'entre eux lors de l'attaque de leur fourgon au péage d'Incarville. Parce que ce soir, vous réclamez de parler d'Europe.
Mais ces dernières semaines, vous avez quand même beaucoup parlé d'autres choses Ça, également. c'est un sujet européen. Vous avez Benoît. débarqué devant Sciences Po lors du blocus des étudiants pro-Gaza. Et puis, vous avez connu aussi sur la SNCF quand il y a eu l'accord passé sur la question des retraites. C'est quoi le rapport avec l'Union européenne? On peut parler de chacun de ces sujets, ils sont tous européens. Ce sujet de Fresnes, c'est la lutte contre les mafias qui ont déclaré la guerre à l'État sur notre sol. Et ça, c'est un combat Que peut faire européen. l'Europe là-dessus? D'ailleurs, je suis sur cette photographie avec Vincent Jeanbrun, qui est le maire de l'Aille-les-Roses, celui qui a fait face aux émeutes qui ont frappé jusqu'à sa maison l'été dernier. Pourquoi c'est européen? C'est Et ça la Vincent question. Jeanbrun, c'est le numéro 81 sur notre liste. C'est celui qui fait la place d'honneur à la fin de Que cette peut liste. changer l'Europe sur cette question-là? Aujourd'hui, nous sommes face à des mafias internationales. Et la guerre à la drogue, c'est une guerre européenne. Nous proposons de créer une force de police européenne anti-drogue. Parce que l'ampleur de ce défi exige que nous réagissions avec l'échelle européenne tout entière. Il faut protéger nos ports. Il faut créer une alliance européenne entre les ports européens pour sécuriser les importations et faire en sorte qu'elles ne soient plus le vecteur de ces produits qui détruisent des vies chez nous, qui alimentent des trafics et qui sèment la violence partout. Il faut réussir à faire en sorte que, en Europe, on coopère de manière bien plus intégrée face à des filières qui jouent de nos propres vulnérabilités. Et pardonnez-moi de le dire, le dernier élément qui est profondément européen, c'est la protection des frontières. Parce que si la drogue rentre aussi massivement dans nos pays, j'étais à Marseille il y a quelques semaines de cela, parler avec des policiers marseillais, si la drogue rentre aussi facilement et massivement dans nos pays, c'est d'abord parce que nous ne contrôlons plus les frontières de l'Europe et que nos États ont perdu le contrôle de L'accord leur passé politique par la migratoire. SNCF sur la question des retraites, c'est un dossier européen? Bien sûr, parce que regardez aujourd'hui le vrai problème de l'Europe. Le vrai grand problème de l'Europe, c'est la divergence entre nos pays, et notamment entre les deux grands pays européens que sont l'Allemagne et la France. La France est en train de s'enliser dans la crise. Non, il faut en tous les cas essayer de converger. Ça veut dire que l'Allemagne a des efforts à faire. Je l'ai dit les yeux dans les yeux au chancelier Scholz quand il est venu au Parlement européen. Il faut aujourd'hui sortir d'une situation où l'Allemagne entraîne l'Europe tout entière dans un déni de réalité sur le sujet de l'énergie, notamment avec sa guerre absurde contre le nucléaire. Mais la France aussi a sa part de chemin à faire. Et quand on voit que nous sommes toujours aujourd'hui les passagers clandestins d'une zone euro qui est en train de se désendetter, alors que notre pays s'enlise dans la crise, moi je dis que dans le discours de la Sorbonne, Emmanuel Macron a fait la preuve de son irréalisme européen. Parce que quand vous découvrez soudainement que vous avez 20 milliards de déficit budgétaire de trop par rapport à vos propres prévisions et que vous allez expliquer à vos voisins européens que vous voulez faire des dettes en commun avec eux, en fait, vous n'êtes pas crédible. Emmanuel Macron a mis la France dans la crise que nous lui connaissons, qui est aussi une crise européenne et qui est aussi un problème européen. Et l'accord passé avec la SNCF, permettez-moi de le dire, qui donne au blocage le pouvoir sur la démocratie, qui donne à ceux qui ont le pouvoir de prendre en otage notre service public pour pouvoir faire en sorte que tous les Français payent pour les privilèges exorbitants qu'ils ne cessent de s'accaparer, c'est exactement cette logique-là qui entraîne notre pays dans la crise depuis très longtemps. Brice Teinturier. Non, juste sur un point que vous avez évoqué, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, les Français projettent l'Europe de demain comme étant plus divisée et plus impuissante. Et c'est vraiment une conséquence de l'Europe à 27 et des élargissements successifs qui ont brouillé l'image que se font les Français d'une Europe plus unie, plus homogène, plus puissante et plus efficace. Une dernière question avant de vous libérer. Est-ce que, vous entendez beaucoup ça, je crois, dans la voix des commentateurs politiques, est-ce que LR joue sa survie sur cette élection ? Non, ce qui se joue dans cette élection, je le redis, c'est qui représentera les Français demain au Parlement européen. Et LR, effectivement, traverse aujourd'hui une situation difficile. En devenant tête de liste de cette famille politique, je savais que je ne m'engageais pas dans le camp le plus simple. Mais je crois, vous savez, aujourd'hui, si la droite traverse une crise en France, qu'en Europe, elle est en train de relever la tête partout. Et mon message aux électeurs français, c'est ne vous laissez pas tromper par ce faux débat, justement. Pardon d'y revenir, mais c'est important. Le vrai débat européen, c'est de savoir si demain, nous allons réussir à construire cette majorité qui permettra de relever l'Europe des crises dans lesquelles elle s'est enlisée. Et c'est aussi notre contre-pouvoir à tout ce qui est en train de susciter le déclin français aujourd'hui. Merci François-Xavier Bellamy d'être venu, malgré tout, sur ce Merci à vous. plateau.